Bienvenue sur Archives occultes. 4e épisode du dossier sur le fantôme de Heilbronn. Jusqu'ici, l'histoire ressemble à un cauchemar. Une femme reliée par son ADN à des cambriolages, des agressions, et même au meurtre d'une jeune policière. Mais dans cet épisode, on va s'intéresser à quelque chose que la police n'aime pas trop admettre. Et si le problème venait de l'enquête elle-même? Après le meurtre de Michel Kiesewetter, l'affaire devient une priorité nationale. On ouvre des dizaines de vieux dossiers pour chercher la même empreinte génétique. Et on la trouve. Partout. Sur un jouet abandonné, sur une balle, sur un fragment de verre, sur un morceau de tissu. L'ADN du fantôme est presque devenu une marque de fabrique. Plus on cherche, plus on la trouve. Ça devrait rassurer les enquêteurs. En réalité, ça les plonge dans le doute. Officiellement, tout le monde reste sur la ligne. Nous traquons une criminelle extrêmement mobile et dangereuse. Mais en interne, certains enquêteurs commencent à se poser une question simple, presque sacrilège. Est-ce qu'une seule personne peut vraiment être derrière tout ça? Les dates, les lieux, les modes opératoires. Tout semble trop dispersé, trop incohérent pour un seul individu. Un détail va faire basculer les choses. Sur une scène de crime, on retrouve l'ADN du fantôme sur un objet qui n'a, en théorie, jamais été touché par la criminelle. Un élément logique, presque impossible à relier à elle. Et pourtant, la même signature génétique réapparaît. Pour un enquêteur attentif, ça ressemble moins à une trace laissée par un auteur, qu'à une trace qui voyage avec le matériel de prélèvement. Certains techniciens de laboratoire commencent alors à vérifier non pas les scènes de crime, mais la chaîne complète, de la collecte au stockage, en passant par les écouvillons utilisés pour frotter les surfaces. Coton, emballage, gants, boîtes. On se met à contrôler les outils eux-mêmes. Et là, une première anomalie apparaît. L'ADN du fantôme n'est pas seulement présent sur les objets saisis, mais parfois sur des échantillons tests internes, qui n'auraient jamais dû être en contact avec une scène de crime. C'est à ce moment qu'une piste, jusque-là impensable, apparaît. Et si la fameuse tueuse fantôme n'était pas en train de se déplacer de scène en scène, mais de coton-tige en coton-tige? Pour l'instant, rien n'est officiel. On est dans le doute, dans le malaise. La police allemande a mis des années, des millions d'euros, et son image en jeu sur cette affaire. Reconnaître qu'un matériel de prélèvement contaminé pourrait avoir créé une criminelle fantôme à partir d'une simple ouvrière anonyme, ce serait admettre un fiasco scientifique et judiciaire monumental. Mais les faits sont têtus. Plus on compare les prélèvements, plus on observe un schéma. Toutes les traces du fantôme viennent de régions, de laboratoires ou de périodes où l'on a utilisé un certain type d'écouvillon, fabriqué par le même fournisseur. Dans le prochain épisode, on va enfin dévoiler la vérité derrière le fantôme de Heilbronn. On verra comment une simple erreur industrielle a pu tromper la science, la police, les médias et toute l'opinion publique pendant plus de 10 ans.